Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Aujourd'hui, Personne à l'arrivée du train, de Jean Volmier. Raymond Pellegrin, Gisèle Pascal, Nicole Verville, Raoul Guillet, Henri Gilabert, Raymond Debacker et Marie-Pascale Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Oui? Madame Duplessis vient d'arriver. Faites entrer. Bien, chef. Vous pouvez entrer, madame. Mes hommages, madame. Officier de police Marty du service des recherches dans l'intérêt des familles. Bonjour, monsieur. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Je viens de prendre connaissance de la déposition que vous avez faite au commissariat de police de votre quartier sur la disparition de votre mari, monsieur Franck Duplessis, Oui, président directeur général de la société immobilière Duplessis et compagnie. c'est ça. Alors, votre mari, dites-vous, était à Metz où l'appelaient ses affaires. Il avait quitté Paris le 28 mars, c'est-à-dire vendredi dernier. Il avait passé la nuit de ce même jour chez ses parents, qui habitent Vigy, aux environs de Metz. Oui. Le lendemain, il avait rendez-vous avec un de ses clients à Châlons. Il devait regagner Paris le soir même. Mais en raison d'un dîner d'affaires imprévu, il a dû passer la nuit à Châlons. Il aurait dû regagner Paris le dimanche matin par le train de 11h30. C'est bien ça. C'est exact. Alors, vous avez été à la gare de l'Est pour l'accueillir, mais il n'y était pas. Non. Je ne me suis pas inquiétée outre mesure, pensant qu'il avait raté son train et je suis retournée chez moi. Bien. Il ne vous a pas passé de coup de fil? Non. Mais peut-être l'a-t-il fait pendant que je faisais mes courses pour le déjeuner ou quand j'étais à la messe. Et comme je suis allée directement de l'église à la gare... Ouais. Alors, donc, vous êtes rentré chez vous et vous avez attendu. C'est ça. Vers 18h30, comme il n'était toujours pas là, vous avez téléphoné à vos beaux-parents. Oui. Enfin, j'étais d'autant plus inquiète que mon mari est toujours très ponctuel. Je lis dans votre déposition que le père de votre mari l'avait conduit en voiture à la gare. Oui. Vigy se trouve à 17 km de Metz, et il n'y a que 2 cars par jour. Celui du retour ne coïncidait pas avec l'heure du départ du train. Et votre beau-père ne l'a pas accompagné sur le quai? Non. Non, car ils étaient arrivés d'extrême justesse à cause d'une panne de carburateur. Ouais. Ils se sont séparés dans le hall de la gare. Ouais. Alors, si bien que nous ne sommes pas absolument certains qu'il ait bien pris ce train. Même à supposer qu'il l'ait manqué, il aurait pris le suivant. Certes, oui. Mais on peut imaginer aussi qu'il ait pu simuler un faux départ. Un faux départ? Et pour quelle raison? Sait-on jamais, madame? Vous voulez dire une amnésie? Dans ce cas, vos services l'auraient retrouvé, non? Bon, en principe, oui, car tous les services de police et de gendarmerie ont été alertés. Et s'il était tombé du train, nous le saurions aussi. Or, nous n'avons rigoureusement aucune nouvelle de lui. Alors donc, l'hypothèse du faux départ n'est pas à rejeter a priori. Ça me paraît invraisemblable. Madame, dans ce genre d'affaires, tout doit être envisagé. Croyez-en ma vieille expérience. La nature humaine est d'une telle complexité. Mais enfin, monsieur, je connais mon mari. On ne connaît des gens que ce qu'ils veulent bien laisser paraître. Oh, tout de même, au bout de 15 ans de mariage. Non, madame, chaque individu est plus ou moins prisonnier de ses névroses. Et personne n'est à l'abri d'un drame. Monsieur, je ne suis pas une spécialiste en psychologie. Mais j'ai tout de même le sentiment que s'il y avait eu un changement dans le comportement de mon mari, je m'en serais aperçue. Non, madame, votre mari a disparu et je suis bien forcé d'envisager toutes les hypothèses, même si elles paraissent invraisemblables a priori. Qui sait même s'il n'est pas effectivement arrivé à Paris sans que vous l'ayez su. Et il aurait disparu à Paris, en pleine gare, au milieu de tous les voyageurs. Enfin, monsieur, c'est du mauvais roman policier. Non, madame, il y a beaucoup de mauvais romans policiers. Et pour ce qui nous concerne, il y a surtout des enquêtes difficiles. Celle que nous commençons fait partie du lot. Vous ne voyez rien d'autre à ajouter à votre déposition? Non.
Je crois vous avoir tout dit. Je viendrai vous voir prochainement, au cas où vous auriez retrouvé des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête. Je suis à votre disposition. Par ici, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Je me suis permis de revenir. Mais je vous en prie. Par ici. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Alors, vous avez du nouveau? Sur la disparition de votre mari, non. Mais dans un autre domaine, oui. Un autre domaine. Madame, ce que je vais vous annoncer est assez délicat. Ah. Et pas très agréable à entendre. Que de précautions oratoires. De quoi s'agit-il? De votre mari. Ou plus exactement, de la vie privée de votre mari. De sa vie privée? Il n'en avait pas. Vous m'avez bien indiqué que vous étiez marié depuis 15 ans. Oui. Je suppose que vous vous entendiez bien avec votre mari. Naturellement. En voilà une question. Il est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Qu'entendez-vous par là? Mon Dieu, simplement que nous nous trouvons en face d'une situation assez classique. Mais enfin, monsieur, si mon mari avait une maîtresse, je m'en serais rendu compte. Il y a tout de même des attitudes et des réactions qui ne trompent pas. Mais généralement, dans ce genre de situation, ce sont toujours les premiers concernés qui sont les derniers avertis. Que mon mari ait pu, au hasard de ses déplacements professionnels, avoir ce qu'on appelle des bonnes fortunes, c'est très vraisemblable. Après tout, l'homme est ce qu'il est. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une bonne fortune, mais d'une liaison plutôt suivie, puisqu'elle dure depuis 4 ans. Depuis 4 ans? C'est inconcevable. Le fait est établi. Depuis 4 ans? Et je ne me serais aperçu de rien? Enfin, comment aurait-il pu réussir à dissimuler si longtemps cette liaison? Qu'auriez-vous fait si vous l'aviez su plus tôt? Je ne sais pas. Quelle serait votre réaction si on vous apprenait brusquement que votre femme vous trompe depuis plusieurs années? Je l'ignore, madame. De toute façon, la question n'est pas là. Oh, je ne parviens pas à y croire. Pensez-vous qu'il existe un rapport entre la disparition de mon mari et cette nouvelle que vous venez de m'apprendre? Pour le moment, je n'en sais rien. Et cette personne, qui est-ce? Madame Sophie Laurent. Enfin, je devrais dire le docteur Sophie Laurent. Sophie Laurent. Vous la connaissez? Non. Bon, madame, je vais me permettre de prendre congé. Encore une fois, toutes mes excuses pour la peine que je viens de vous faire. C'est votre métier, monsieur. Il est souvent difficile, croyez-le bien. Mes hommages, madame. Monsieur. Vous avez rendez-vous, monsieur, avec le docteur? Oui, officier de police principal Marty. Ah bon. Voulez-vous me suivre, monsieur? Certainement. Entrez. C'est la police, docteur. Faites entrer. Entrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Docteur, je viens vous voir au sujet des déclarations que vous avez faites à un de mes collègues. Je crois avoir tout dit. J'aurais tout de même besoin de quelques renseignements complémentaires concernant la personnalité de Monsieur Duplessis. Je vous en prie. Comme vous êtes... enfin, je veux dire, comme vous le connaissez bien depuis 4 ans... Inutile de vous embarrasser de périphrases. Vous alliez dire, comme vous êtes sa maîtresse depuis 4 ans. Je ne croyais pas qu'un policier pût être aussi réservé. Cela nous arrive cependant.
Donc, comme vous connaissiez bien Monsieur Duplessis, que pensez-vous de sa disparition? J'avoue qu'elle me surprend beaucoup. Croyez-vous qu'il pouvait avoir des ennemis? Pierre, des ennemis? Oh, ça m'étonnerait. Était-il d'une nature inquiète? Oui, plutôt. Un complexe de culpabilité assez développé. Beaucoup d'hommes mariés qui ont des maîtresses sont d'ailleurs dans ce cas. Aurait-il pu avoir des activités parallèles à sa profession? Dans l'espionnage ou le contre-espionnage? Oh non, vous plaisantez. Une fugue vous paraît-elle vraisemblable? Une fugue? Pourquoi? À quel profit? Reste l'hypothèse du suicide. Pierre est confronté à de nombreuses difficultés d'ordre psychologique. Il ne voit pas d'issue à sa situation, disons, irrégulière. Il faut reconnaître d'ailleurs que sa position n'est pas très confortable. Surtout qu'il est bardé de principes. Non, mais de là à songer au suicide, sincèrement, je ne le pense pas. Mais si sa position n'est pas très confortable, la vôtre, je l'imagine, ne doit pas l'être davantage. Effectivement. Il s'en faut même de beaucoup. Car si je suis médecin, je suis également femme. Comment se comporte-t-il à votre égard? Un jour joyeux, expansif, plein d'humour, et à d'autres moments sombre, inquiet, irritable. Enfin, à d'autres moments encore, disons, absent. En somme, vous avez une patience d'ange. C'est peut-être ça, l'amour. En attendant, la situation d'une maîtresse n'est jamais très drôle, surtout quand elle aime un homme marié. La situation d'un homme marié qui aime profondément sa maîtresse est-elle plus enviable? Il a tout de même des compensations. Croyez-vous qu'il les considère comme telles? Croyez-vous que ce soit drôle pour lui d'être constamment sur le qui-vive? De se surveiller en permanence, de mentir, de vous imaginer seul la nuit, alors que de votre côté, vous souffrez d'être seul? Mais tous ces raisonnements, je me les suis tenus 1000 fois. Je passe d'ailleurs mon temps à lui trouver des justifications. Mais je me dis que j'ai le droit, moi aussi, de vivre, autrement qu'avec des aumônes. Je ne suis pas un moraliste. Mais pourtant, cette situation, vous devez bien reconnaître, madame, que vous l'avez créée. Au départ, vous saviez qu'il était marié. À vous entendre, on croirait que tout dans la vie n'obéit qu'à la raison. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours maîtres de nos impulsions. En amour, moins qu'ailleurs. Oui. En amour, moins qu'ailleurs. Officier de police judiciaire Marty, j'écoute. Allô, service de recherche dans l'intérêt des familles? Oui? Ici la PJ de Chalon-sur-Marne. Suite à votre avis de recherche, je vous signale que nous venons de découvrir un cadavre dans une forêt près d'ici. Ah. Pas de pièce d'identité, mais le signalement semble correspondre à celui de l'homme que vous recherchez. Et qu'est-ce que vous avez comme signalement? 1m80, la soixantaine, cheveux noirs grisonnants, costume gris anthracite. Dites, est-ce qu'il a 2 dents en or à la mâchoire du bas? Oui. Bon, alors il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Envoyez-nous un rapport photo, tout le fourbi habituel, quoi. Merci. Alors, docteur Livet, votre cadavre, qu'est-ce qu'il dit? Pas très causant jusqu'ici. Il est peut-être mort d'une crise cardiaque. Il avait un cœur de jeune homme. Oui, en somme, s'il n'était pas mort, il devrait logiquement être encore vivant. Apparemment, il a toutes les chances, enfin si j'ose dire, d'avoir été assassiné. Mais comment? Ça, c'est votre boulot de nous le dire. Bon, résumons-nous. Pas de balle de revolver, pas de traces de poison d'aucune sorte, il n'a pas été étranglé, il n'est pas mort noyé, il n'a pas été poignardé, il était en excellente santé, et malgré tout ça, il est mort. Eh oui. Quand je vais raconter ça au patron, il va me demander si je ne suis pas un peu cinglé. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que le gars qui l'a trucidé doit avoir de sérieuses connaissances médicales. Ah, Simon Poli. Alors, cette autopsie? Le médecin légiste a l'air de nager complètement, monsieur le commissaire. Il n'arrive pas à comprendre de quoi est mort Duplessis. Je sais, il m'a passé un coup de fil.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est un toubib du genre têtu. Pour ce qui est de faire parler les cadavres, il s'y connaît. Oh, à propos de cadavres, je vous signale qu'on vient d'en découvrir un nouveau, pas loin de celui de Duplessis. Encore? Oui, et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un lien entre eux. Pourquoi? Lui aussi est de Paris. Enfin, du moins, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas son identité? Non, aucun papier. Mais on a trouvé un ticket de métro dans l'une de ses poches. Avec lui, du moins, le médecin légiste n'aura pas à se creuser les méninges pour connaître les causes de sa mort. 3 balles de revolver. Oui, 1 dans le dos et 2 en plein cœur. Reste à l'identifier. J'ai mis l'officier de police judiciaire du toit sur l'affaire. Quant à vous, en attendant le résultat complet de l'autopsie de Duplessis, vous allez faire un tour à Paris. Le juge d'instruction vient de vous délivrer une commission rogatoire. Ça tombe bien, car j'aimerais assez avoir une petite conversation avec le docteur Laurent. Vous avez un train dans 1h30. Navré, docteur, de vous déranger. Officier de police principal, Simon Poli. Vous ne me dérangez pas. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, d'après vos dernières déclarations, docteur, Monsieur Duplessis ne vous rendait pas la vie très facile. Le fait est que sa situation conjugale et les 1000 précautions qu'il croyait devoir prendre pour éviter qu'on ne découvre notre liaison ne facilitaient pas beaucoup nos rencontres. Rencontres qui étaient de plus en plus espacées. Où voulez-vous en venir exactement? Il n'est pas interdit de penser que l'accumulation de rancœurs peut, à la longue, provoquer une explosion. Non, disons une crise, aussi bien pour un médecin que pour n'importe qui. Surtout si ce médecin se juge frustré. En somme, vous me verriez très bien en coupable. Vous aviez tout de même quelques bonnes raisons de lui en vouloir. Mais nous avons tous plus ou moins d'excellentes raisons d'en vouloir à quelqu'un. Enfin, j'imagine que ça ne doit pas être très drôle pour une femme d'avoir un amant qui donne des rendez-vous et les décommande à la dernière minute, sous les prétextes les plus variés. Pas drôle non plus de l'imaginer à ces moments-là au sein de sa famille. Effectivement, ça ne l'est pas. Certains soirs, on en arrive parfois à se demander si, finalement, pour échapper à toutes ces obsessions, un verre de Gardénal ne résoudrait pas tous vos problèmes. À moins qu'on imagine d'autres solutions. Décidément, c'est une idée fixe chez vous. Bien sûr qu'on les imagine, ces solutions. Vous-même, dans des moments de colère, n'avez-vous jamais eu envie de tuer? C'est bien possible. Et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Alors pourquoi voulez-vous absolument que j'aie pu le faire? Vos raisons étaient peut-être plus impérieuses que les miennes. Avez-vous déjà été seul dans la vie? Absolument seul? En fait, non. Mais vous non plus, puisque vous avez une fille. Oh. Elle a 23 ans. Il y a un certain temps déjà qu'elle n'est plus dans mes jupons. Son travail à la faculté, ses amis... Enfin... On en revient toujours à la solitude. Si l'on ajoute à cela le fait qu'une femme croit toujours avoir des droits sur un homme parce qu'il est son amant. Vous croyez donc que toutes les femmes sont des mantes religieux? Non, mais il est de fait qu'à partir du moment où une femme aime un homme, cet homme devient sa chose, sa propriété en quelque sorte. Et une propriété, ça se défend en général, instinctivement. Alors dans ce cas, c'est Madame Duplessis que j'aurais dû tuer, et pas ma propriété, comme vous dites. Les soupçons seraient rapidement tombés sur vous. C'est bien ce que vous faites en ce moment. Avez-vous l'impression que ma situation serait différente si j'avais tué l'un ou l'autre? Peut-être. En vertu de quoi? En vertu du fait que ne fréquentant pas Madame Duplessis, n'ayant aucun contact avec elle, si vous l'aviez tuée, vous n'auriez pu le faire que d'une seule manière, avec un revolver. Tandis que Monsieur Duplessis... vous disposez de connaissances médicales. J'aurais pu ainsi disposer d'un arsenal plus étendu et qui ne laisse pas de traces, par exemple. C'est une hypothèse à envisager. Ah oui. D'autant que l'autopsie n'a pas permis jusqu'à maintenant de déterminer la raison exacte du décès de M. Duplessis. À quoi s'ajoute un élément qui ne plaide pas en votre faveur. Ah. Vous ne disposez d'aucun alibi pour cet après-midi de samedi où M. Duplessis a été tué. Promenade en voiture sur l'autoroute du Nord pour vous calmer les nerfs, selon votre déposition. Et retour le soir à la maison. L'ennui, c'est que vous n'avez aucun témoin susceptible de confirmer cette thèse.
Je ne pouvais tout de même pas prévoir. Je doute fort que des arguments de ce genre puissent arranger les choses. C'est pourquoi, docteur, je suis au regret de vous demander de me suivre à la PJ. Officier de police principal Simon Poli, j'écoute. Allô, Simon Poli? Oui? Ici Chalon. Je vous passe le commissaire. Merci. Allô, Simon Poli? Allô, bonjour patron, du nouveau? Oui, le deuxième cadavre est identifié. Je vous envoie sa photo par Bellino et un rapport par Telex. Vous aurez le tout dans une demi-heure. Merci patron. Madame Duplessis, je vous remercie de me recevoir. Et voilà, nous avons tout lieu de penser qu'il existe un rapport entre la mort de votre mari et celle de cet homme dont voici la photo. Le connaissez-vous? Oui. Oui, je l'ai aperçu quelquefois. C'était un ami de votre mari? Disons plutôt une relation. Je me demande quel genre de relation pouvait entretenir votre mari avec un drogué. Un drogué? Mon mari ne connaissait peut-être pas ce détail. Il est venu souvent chez vous? Je l'ai peut-être aperçu 2 ou 3 fois au grand maximum. En tout cas, mon mari ne me l'a jamais présenté. Ainsi, vous n'avez aucune idée de la nature des relations que pouvait avoir votre mari avec ce singulier personnage? À part des relations d'affaires, je ne vois pas. Ce serait bien étonnant, car il ne possédait apparemment aucune fortune lui permettant de se livrer à des tractations immobilières du genre de celles que traitait M. Duplessis. Je ne sais vraiment que vous dire. Ce que je peux vous affirmer, en tout cas, c'est que mon mari ne se droguait pas. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'autopsie. On en saura peut-être davantage tout à l'heure. On est en train de perquisitionner chez le défunt. À propos de votre mari, oui? Avait-il des armes chez lui? Oui, un petit revolver. Pouvez-vous me le montrer? Bien sûr. Surtout ne le touchez pas. Mais pourquoi le mettez-vous dans un mouchoir? C'est une vieille routine de métier. Vous ne l'avez jamais eu en main? Moi? Un revolver? Oui. Oh, mon Dieu, non. J'ai bien trop peur des armes. Et il n'y en a pas d'autres ici? Non. Vous en êtes certaine? Absolument. Eh bien, madame, je vous remercie. Et je m'excuse de vous avoir dérangé. Madame? Monsieur. Docteur Laurent, vos affaires ne s'arrangent vraiment pas du tout. Ah. Connaissez-vous un certain Robert Burtin? Oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est mort. Burtin? Mort? Mort. Assassiné lui aussi. Oh. Il ressort d'une perquisition faite chez lui. Premièrement, que vous le connaissiez. Deuxièmement, qu'il courtisait votre fille. Troisièmement, que vous êtes à l'origine de son renvoi d'une clinique qu'il employait comme assistant. Et il se droguait. Ah. À cause de lui, un de mes clients est mort en cours d'opération. Et, pour finir, il connaissait lui aussi M. Duplessis. Et alors? Vous ne trouvez pas tout cela un peu troublant? Parce que ce cadavre, vous allez aussi me l'attribuer? Mais vous me prenez pour Lucrèce Borgia. Non, pour le moment, je ne vous attribue rien du tout. J'essaie de mettre un peu d'ordre dans tout cela, mais parlons un peu de votre fille. Effectivement, Burtin la courtisait. Et ça ne vous plaisait pas, évidemment. Oh mon Dieu, non. Mais essayez donc de faire entendre raison à une fille de 23 ans. Si je comprends bien, il y avait plus ou moins du mariage dans l'air. Un mariage avec un pareil individu. Un individu dont vous avez brisé la carrière, car vous êtes à l'origine de ses ennuis. C'est Burtin lui-même qui est à l'origine de sa déchéance. C'est sa faute s'il se droguait. À cause de lui, j'ai perdu une partie de ma clientèle. Ce genre d'accident, ça se sait vite. Et en plus, on aurait voulu me l'imposer comme gendre. Alors là, non. C'est donc par votre intermédiaire que M. Duplessis a fait sa connaissance. Oui. Mais c'était avant l'accident. Mais comment expliquez-vous qu'ils aient continué à entretenir des relations
après cet accident. Comment voulez-vous que je le sache? Monsieur Duplessis ne vous en a jamais parlé? Jamais. Tiens, c'est pour le moins curieux. Mais de quoi vivait donc ce Robert Burtin après son renvoi? Ah, vous, alors, vous êtes extraordinaire. Je vous ai dit que je n'avais plus aucune relation avec lui. Je vous remercie. Mais compte tenu de l'évolution de la situation, je suis contraint de vous garder ici encore quelque temps. Oh, c'est proprement scandaleux. Mademoiselle Laurent? Oui. Vous êtes l'officier de police Simon Poli? Oui. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Garçon? Monsieur? Un demi. Un demi. Ah. Mademoiselle Laurent, vous vous prénommez Sylvie, je crois. Oui. J'aurais pu vous convoquer à la PJ, mais je crois finalement que nous sommes bien mieux ici pour bavarder. Où est maman? À la PJ. Que désirez-vous savoir? Je suppose que vous connaissez la nature des relations entre votre mère et Monsieur Duplessis. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Merci. Apparemment, vous ne semblez pas porter Monsieur Duplessis dans votre cœur. Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Pourquoi cette animosité? Pour 2 raisons. La première, parce que j'admirais mon père. Donc, selon vous, votre mère ne devait pas refaire sa vie. Vous avez déjà vu une femme refaire sa vie avec un homme marié qui n'arrive jamais à se décider? Pas toujours facile de trancher. Oui, ça c'est une réaction d'homme. On a la tranquillité chez soi et avec les autres femmes, on se paye du bon temps. Merci, très peu pour moi. Eh bien, dites donc, vous êtes bien péremptoire. Si vous étiez femme, ça vous amuserait de dépendre du bon vouloir d'un individu qui ne sait jamais sur quel pied danser? Si vous étiez à ma place, ça vous ferait plaisir de voir votre mère pleurer pratiquement tous les soirs parce que monsieur est retenu par sa bonne femme? Enfin, passons. Et dites-moi, connaissez-vous Robert Burtin? Bien sûr. Il avait même été question qu'on se marie, avant l'accident. Et votre mère s'y est opposée? Oh, dans une certaine mesure, elle n'a pas eu tout à fait tort, car depuis son histoire à la clinique, il a drôlement changé. La drogue? La drogue et la boisson. Avez-vous conservé des relations avec lui? On se rencontre quelquefois au quartier latin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Attendez. Oh, il y a une dizaine de jours environ. Ah. Avez-vous une idée de ses moyens d'existence depuis qu'il a quitté la profession médicale? Alors là, mystère. Il ne manque jamais d'argent. Je me demande souvent où il va le chercher. Mais au fait, pourquoi vous intéressez-vous tant à lui? Parce qu'il est mort. Mort? Ah oui. Assassiné, lui aussi. Alors, Simon Poli, où en êtes-vous? Oh, j'ai l'impression d'évoluer dans le brouillard de Londres, monsieur le commissaire. Oui, eh bien, c'est un peu pour cela que je suis venu à Paris. D'autant que je viens d'apprendre certaines petites choses. Ah oui? Lesquelles? Robert Burtin a été tué avec un Mauser 9 mm. Alors, j'ai eu la curiosité de jeter un coup d'œil sur les registres des autorisations de port d'armes. Et il se trouve que M. Duplessis en possédait un de Mauser. Tiens. Oui. De même que feu le mari du docteur Laurent. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais je trouve qu'il y en a beaucoup dans cette affaire. Vous êtes sûr que les Duplessis en avaient un? Absolument, c'est un trophée de guerre. Duplessis l'avait piqué à un officier allemand pendant la Résistance. Laurent aussi, d'ailleurs. Mais alors, elle m'a raconté des histoires, la Duplessis. Il semble. Il faut que j'aille tirer ça au clair.
Alors, monsieur l'officier de police, du nouveau? Oh, à fouiner à droite et à gauche, madame, on arrive toujours à découvrir de petits éléments. À propos, pourquoi n'avez-vous pas dit à l'officier de police Marty que votre mari, indépendamment du 635, possédait également un Mauser 9 mm? Comme il s'agit d'une prise de guerre, je suppose qu'il a dû vous en parler. Oui. J'avoue que sur le moment, je n'y avais pas pensé. Ça remonte tout de même à plus d'un quart de siècle. Oui. Lors de votre dernière entrevue avec mon collègue Marty, oui, il vous a demandé si vous n'aviez pas d'autres armes chez vous, et vous avez textuellement répondu « J'en suis absolument certaine ». Oui. Or, aujourd'hui, vous reconnaissez, parce que je vous en ai parlé, que votre mari possédait également un Mauser. Eh oui. C'est d'autant plus ennuyeux que Robert Burtin, cette étrange relation de votre mari, a précisément été tué avec une arme du même calibre. J'imagine, monsieur, qu'il ne doit pas y avoir en France qu'un seul Mauser. Non, bien sûr, bien sûr. Mais j'aimerais assez que vous fassiez des recherches pour retrouver celui de votre mari. J'ignore totalement où il a pu le mettre. Du moment que cette arme a été déclarée à la police, elle doit nécessairement se trouver ici. D'autant qu'il s'agit d'un trophée. Logiquement, bien sûr. Enfin, je vais faire des recherches. Téléphonez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Mais surtout, n'y touchez pas. Comptez sur moi. Mademoiselle Sylvie Laurent vient d'arriver. Faites-la entrer. Entrez, mademoiselle. Bonjour. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Merci. Et voilà, nous allons, si vous le voulez bien, reparler du revolver de votre père. Mais je vous ai déjà tout dit au téléphone. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. J'ai fait examiner cette arme par notre laboratoire qui a constaté qu'elle avait servi récemment. Évidemment, puisque je fais partie d'une société de tir. Oui, je sais, mais cela ne prouve pas pour autant qu'on se soit servi de cette arme uniquement dans un stand de tir. Vous voulez insinuer par là que j'aurais pu m'en servir contre Robert Burtin? Par exemple. Vous avez de drôles d'idées, vous. Autre chose. Votre animosité à l'égard de M. Duplessis n'était pas aussi forte que vous avez bien voulu me le faire croire. Ah bon? Vous êtes déjà au courant? Et alors? J'ai 23 ans? Mademoiselle Laurent, le choix de vos amants m'importe peu. Par contre, j'aimerais assez que vous m'expliquiez comment vous pouvez concilier vos attaques véhémentes contre lui et le fait que vous étiez sa maîtresse. Si je comprends bien le sens de votre question, vous déduisez de cette contradiction apparente que je pourrais ne pas être étrangère à son assassinat. C'est en tout cas une déduction logique. Ainsi, d'après vous, j'aurais d'abord tué M. Duplessis, puis M. Burtin. Vous êtes experte dans le maniement du revolver, or le vôtre a servi récemment. Mais à supposer que j'ai abattu Burtin, pourquoi l'aurais-je fait? Alors, puisque nous sommes dans le domaine des hypothèses, supposons que vous ayez aidé Burtin à tuer M. Duplessis d'une certaine façon. Vous aviez comme Burtin des mobiles pour vous venger de Duplessis. Et j'aurais ensuite tué Burtin pour me débarrasser d'un complice. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Dites-moi, vous avez prétendu que le jour du crime, vous étiez au cinéma. Oui. Mais vous ne m'en avez fourni aucune preuve. Le fait de m'avoir raconté le film ne prouve rigoureusement rien, car vous avez pu l'avoir vu un autre jour. Si vous croyez que je m'amuse à garder mes tickets de cinéma chaque fois que j'y vais... Non, pour cette fois, en tout cas, c'est bien dommage, car vous auriez eu un alibi inattaquable. Alors, d'après vous, j'aurais aidé Burtin à tuer Duplessis d'une certaine façon pour qu'on accuse ma mère. Et ainsi, j'aurais fait d'une pierre deux coups. Madame Laurent n'est pas votre mère, mais la seconde femme de votre père. Or, si mes renseignements sont exacts, et ils le sont, vous ne vous entendez pas tellement bien avec elle, et d'autant moins que Duplessis ne se décidait pas à la quitter. Pas plus d'ailleurs qu'il ne se décidait à quitter sa femme. Et alors? Et alors, ce qu'on ne peut avoir entièrement à soi, il arrive parfois qu'on le supprime pour que d'autres n'en profitent pas. C'est assez classique. Et quand on est intelligent comme vous l'êtes, on peut se servir d'un tiers pour accomplir ce genre de besogne, surtout quand ce tiers a de bonnes raisons d'en vouloir lui aussi à M. Duplessis, comme c'était le cas de Burtin, un anesthésiste qui s'y connaît en piqûres. Mais pour le premier crime, pourquoi aurais-je eu besoin de lui?
Je vais vous faire entendre un petit enregistrement, un tout récent coup de téléphone que j'ai reçu du médecin légiste de Châlons. Écoutez attentivement. Alors, docteur Livet, quelle nouvelle? Vous vous rappelez cette histoire de piqûre dans la veine du bras gauche? Oui, et alors? Eh bien, j'ai réfléchi à une chose. Et il me semble que cette piqûre... Tenez, Simon Poli, lisez donc ce télex qui vient d'arriver de Châlons. Oui. Quoi? Bon sang, c'est pas possible. Je file. Vas-y. Eh bien, madame Duplessis, avez-vous trouvé le second revolver de votre mari? Non. J'ai retourné toute la maison, j'ai même fouillé la cave et le grenier. Ah. Rien. Ah, c'est très ennuyeux. Je ne suis pas prestidigitateur. J'en arrive à me le demander. Que voulez-vous dire? Madame Duplessis, ne croyez-vous pas qu'il serait temps maintenant de jouer carte sur table? Je ne comprends pas. Vraiment? Eh bien, voudriez-vous me dire ce que vous faisiez à Châlons le jour où votre mari a été assassiné? J'aurais bien dû me douter que vous finiriez par le savoir. Tôt ou tard, la police finit toujours par découvrir ce qu'elle cherche. Et même parfois davantage. Eh bien oui. Ce jour-là, je me trouvais bien à Châlons. Mais pas pour tuer mon mari, comme vous le pensez. Non, pour le moment, je ne pense rien. Je voudrais tout simplement savoir pourquoi vous avez menti et pourquoi vous avez joué la comédie à mon collègue Marty. Tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Vous ne pensez tout de même pas que ce genre de réponse soit de nature à me satisfaire? Enfin, en attendant de connaître les mobiles qui vous ont conduit à adopter une telle attitude, je vais vous demander de me suivre à la PJ. Simon Poli, Oui? qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle déposition de Madame Duplessis? Elle semble tenir debout. Alors vous allez me relire les passages essentiels. Vous lisez toujours avec vos oreilles. C'est une technique qui a du bon, car en écoutant, je ne suis pas troublé par le papier ou les caractères d'imprimerie. Je peux davantage me concentrer en fermant les yeux. Tenez, allez-y, allez-y. Bon. Depuis plusieurs mois, je savais que mon mari avait une maîtresse. Une correspondante anonyme m'avait téléphoné à plusieurs reprises. Elle n'avait jamais voulu me donner le nom de cette femme. Pour pouvoir les prendre tous deux en flagrant délit, j'avais observé le silence total sur ce que je savais. Il y a quelques années, mon mari avait déjà eu une liaison à laquelle j'avais mis fin en procédant de la même manière. Le silence plutôt que les scènes. Mais n'étant parvenu à aucun résultat, je commençais à désespérer. Lorsque samedi matin, cette même correspondante, vers 7 heures, m'a appelé pour me signaler que mon mari avait rendez-vous à Châlons avec sa maîtresse. Ils devaient, paraît-il, passer la nuit ensemble. Attendez. Donc, Madame Duplessis reçoit ce coup de fil et décide de filer à Châlons. Oui. Elle se souvient alors que son mari lui a parlé d'un dîner d'affaires imprévu à Châlons. Elle fait le rapprochement, mais comme elle ne sait pas à quelle heure aura lieu la rencontre avec la maîtresse, sous un prétexte quelconque, elle appelle son mari chez ses parents. Au cours de la conversation, elle parvient à savoir qu'il doit arriver à Châlons vers 14 heures. Elle décide alors de se rendre sur place en voiture pour les surprendre. Elle y arrive vers 13h30, se fait confirmer le passage du train par un employé et attend. Elle attendra pour rien, car son mari n'était pas dans le train. Et pourtant, il l'a bien pris. Le père de Duplessis l'a confirmé. Vous oubliez que si son père l'a accompagné à la gare, il n'est pas passé avec lui sur le quai. Autrement dit, on peut imaginer qu'il s'agissait d'un faux départ. Duplessis a pu attendre que son père soit parti pour sortir de la gare devant laquelle l'attendait sa maîtresse, qui devait être en voiture. Oui. Bon, revenons à Madame Duplessis. Alors, pas de mari à la descente du train à Châlons, donc déception et retour à Paris.
Le lendemain matin, elle se rend à la gare de l'Est pour l'arrivée normale du train. Et après? Après? Après, rien. Puisqu'il n'était pas dans le train, et pour cause. Oui. En fin d'après-midi, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, elle appelle ses beaux-parents et le lendemain, elle alerte la préfecture de police. Alors mieux fait de nous dire tout de suite la vérité. Ça nous aurait fait gagner du temps. Bon, et qu'est-ce que vous voulez? Quand elle a su que son mari avait été tué, elle a eu peur qu'on l'accuse du meurtre, étant donné qu'elle s'est trouvée elle-même à Châlons ce jour-là. Alors on n'en sortira jamais. Alors si ce n'est pas elle, c'est Sylvie ou sa belle-mère. Mais l'une prétend avoir été au cinéma et ne peut le prouver. L'autre se promenait en voiture, paraît-il, sur l'autoroute du Nord pour se calmer les nerfs et n'a pas davantage d'alibi. Oui. Eh bien, on va tout reprendre à zéro. Alors, docteur Laurent, vous persistez toujours à affirmer que vous n'avez pas été rejoindre votre amant à Metz. Absolument. Vous reconnaissez cependant que vous aviez rendez-vous avec lui à Châlons et vous prétendez qu'il ne s'y trouvait pas à l'heure prévue. Oui. Écoutez, docteur, vous deviez passer la nuit avec lui et il ne vous aurait pas attendu. Ça ne tient pas debout. Pourtant, c'est la vérité. Votre système de défense est absurde. En vérité, docteur Laurent, c'est que vous sentiez M. Duplessis vous échapper de plus en plus. Surtout depuis le moment où vous avez appris qu'il était devenu l'amant de votre belle-fille. Non, et vous avez cru commettre un crime parfait en utilisant vos connaissances médicales. Vous avez poussé le machiavélisme jusqu'à inciter Mme Duplessis à se rendre à Châlons pour qu'on l'accuse de votre crime. M. Duplessis tué par sa femme, c'était plausible. Crime passionnel. Vous avez entretenu et attisé sa jalousie pour finalement en arriver là. Car la correspondante anonyme de Mme Duplessis, c'était vous. Mais c'est faux! C'est faux, vous entendez? Il faut me croire, monsieur, c'est faux, absolument faux. Mademoiselle Laurent, votre belle-mère a reconnu qu'elle était à Châlons le jour du crime. Le saviez-vous? Oui. Décidément, c'est la journée des aveux. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit quand on vous a interrogé? Parce que j'ai réalisé que ma belle-mère constituerait pour vous le coupable idéal, puisqu'elle était à Châlons. Bel esprit de famille. Parce que pour vous, elle est innocente. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Autrement dit, vous réservez tout de même votre diagnostic. C'est donc que vous n'êtes pas absolument certaine de cette innocence. Je n'ai pas à répondre à cette question. Une fois c'est moi l'accusé, une autre fois c'est ma belle-mère. Je commence à en avoir assez. Et moi donc. Je vous demande pardon. Allô, j'écoute. Ici Châlons. Ah, bonjour Berthier. Bonjour. Comment ça va, Châlons? Nous avons du nouveau. Ah, attendez une seconde. Mademoiselle Laurent. Oui. Voulez-vous sortir un petit moment, s'il vous plaît? Bien. Merci. Je vous écoute, Berthier. On a retrouvé la voiture de Burtin, dans une rue près de la gare. Ah bon? On l'a passée au peigne fin. Pas la moindre empreinte digitale sur le volant. Mademoiselle Laurent. Oui. Voulez-vous venir, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, nous reprendrons cette conversation tout à l'heure. Ne quittez pas mon bureau, installez-vous. Je reviens dans quelques instants. Bien. Simon Poli, j'ai du nouveau. Berthier vient de m'appeler de Châlons. On a retrouvé la voiture de Burtin dans une rue aux alentours de la gare. Ah, bon. Ils l'ont passée au peigne fin. Pas la moindre empreinte digitale sur le volant. Ça commence bien. Mais par contre, il y en avait 2 derrière le rétroviseur. C'est déjà mieux. Mais alors, si le volant de la voiture de Burtin a été soigneusement nettoyé, c'est que quelqu'un a utilisé cette voiture pour revenir après l'assassinat. Soit pour prendre le train, soit pour récupérer sa propre voiture. Voilà, oui. Je savais bien qu'il devait y avoir au moins 2 personnes dans le coup. Une personne seule n'aurait pas pu tout faire. Dites-moi, Marty, ce petit carnet bleu qu'on a retrouvé chez Burtin, voudriez-vous me le passer pour que j'y jette un coup d'œil? Une seconde, je vais le chercher. Oui.
Elle manque plutôt d'huile, votre porte. Oh, ça fait des années que je demande qu'on me change cette armoire, mais avec l'administration... Tenez, le voilà, votre carnet. Oui. C'est ça, oui. Je commence à comprendre. Je me suis toujours demandé ce que signifiaient ces chiffres devant ces initiales, mais cette fois, c'est clair. Le dénommé Burtin ne se contentait pas de se droguer, il était aussi fournisseur. Oui, ça explique qu'il était toujours plein de fric alors qu'il ne travaillait pas. Regardez cette répétition d'initiales, ça ne vous dit rien? Ouais, plutôt curieux cette coïncidence. Attendez, dès que nous pourrons comparer les empreintes découvertes sur le rétroviseur, il y a quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure. Cette plaisanterie va-t-elle encore durer longtemps? Non. Non, docteur Laurent. Cette plaisanterie, comme vous dites, est terminée, ou presque. Ça n'est pas trop tôt. Avec toutes les présomptions que vous avez réunies contre moi, il ne vous reste plus maintenant qu'à m'arrêter. Qu'en pensez-vous, Sylvie? Oh, vous m'agacez prodigieusement. Hein. Et puis je vous interdis de m'appeler par mon prénom. Oh, toujours aussi agressive. Passons. Et vous, Madame Duplessis, n'avez-vous rien de particulier à me dire? Je ne vois pas. Je crois vous avoir tout dit. Si je m'en réfère à l'une de vos premières dépositions, je crois même que c'est la toute première. Vous nous avez déclaré que vous ne connaissiez pratiquement pas M. Burtin. C'est bien ça? Effectivement. Le seul ennui, c'est que vous avez menti. Oui, une fois de plus. En réalité, vous le connaissiez particulièrement bien puisqu'il était votre fournisseur attitré de drogue. De la drogue? Malheureusement pour vous, Burtin était un méthodique. Le voilà dans son carnet une certaine quantité d'initiales qui correspondent aux autres. F, D, Françoise Duplessis. Je ne suis pas la seule en France à posséder de telles initiales. Non, mais vous êtes la seule à avoir laissé vos empreintes digitales derrière le rétroviseur de sa voiture. Vous avez bien nettoyé le volant et même la glace de ce rétroviseur, mais vous avez oublié d'en faire autant derrière. Le rétroviseur? Eh oui, le fameux grain de sable. Allons, Madame Duplessis. Avouez, c'est vous qui avez tué votre mari. Oui, c'est moi. Ah. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? En revenant de la forêt avec la voiture de Burtin, j'ai voulu me donner un coup de peigne. Et comme le rétroviseur n'était pas à ma hauteur, j'ai changé son angle d'inclinaison pour pouvoir me regarder. Et vous y avez laissé vos empreintes? Oui. J'avais pourtant pris la précaution de l'essuyer. Oui, mais mal. C'est ce qui s'appelle être victime de sa coquetterie. Quand je pense que sans ce coup de peigne... J'allais commettre une monstrueuse erreur judiciaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne manquez pas d'imagination. Il s'en est fallu de peu que le docteur Laurent passe à cause de vous la fin de ses jours en prison. Bon, il est vrai que c'est le but que vous poursuiviez. Oui. Oui, je voulais qu'elle souffre, comme elle m'avait fait souffrir. Lentement, à petite dose, heure par heure, jour après jour, année après année. Plutôt monstrueuse, votre vengeance. Et ce qu'il me réservait, lui, ça ne l'était pas? M'abandonner pour elle, à un âge où une femme n'a plus aucune chance de se reclasser dans la société. Mais qu'est-ce que j'aurais fait à 50 ans, même avec une licence en droit? J'aurais dû accepter cette situation après avoir connu une existence assurée avec lui. Même pas l'espoir d'une vieillesse tranquille. Seule, toute seule, puisque je n'ai pas d'enfant. Et vous pensiez pouvoir vivre en paix avec 2 cadavres sur la conscience? Et une femme qui aurait été condamnée injustement à votre place si votre machination machiavélique avait réussi? J'en sais rien. J'étais obsédée par ma vengeance, par la peur de la solitude et du lendemain. Plus rien d'autre ne comptait. C'est cette même peur qui vous a conduit à la drogue? Je n'ai jamais pris un gramme de drogue. J'en achetais à Burtin, c'est un fait.
Mais uniquement pour lui faire croire qu'il me tenait et pour le conduire à assouvir sa rancœur contre mon mari et indirectement contre le docteur Laurent. Et vous venger par la même occasion. Assassinat par personne interposée. Vous aviez bien combiné votre affaire. Étant donné la nature même du crime commis contre M. Duplessis, sur qui les soupçons auraient-ils logiquement pu peser, sinon sur un médecin? D'autant que le docteur Laurent était ce jour-là à Châlons. En attendant, sans ce coup de peigne, jamais vous n'auriez pu me confondre. Je l'admets, madame. Comme je reconnais qu'il m'a été extrêmement difficile de savoir comment vous aviez pu tuer votre mari. C'est un procédé rarement employé par les criminels. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est le premier que j'ai eu à connaître durant toute ma carrière. Et vous l'avez découvert tout seul? Oh, non, madame, non. Heureusement que le docteur Livet, médecin légiste de la ville de Châlons, est un homme qui a de la suite dans les idées et qui s'y connaît pour faire parler les morts. Je serais bien curieuse de savoir comment il a été mis sur la voie. Mais qu'à cela ne tienne. Docteur Livet. Venez, merci. Docteur Livet, voulez-vous nous dire comment Madame Duplessis a fait tuer son mari? Tout d'abord, je dois avouer que cette piqûre que j'avais découverte sur le bras gauche de la victime m'a longtemps turlupiné. D'autant que malgré tous les examens toxicologiques, je n'avais décelé aucune trace de poison. Alors? En désespoir de cause, j'ai fait une autopsie du cerveau. Et vous avez constaté? Une anoxémie cérébrale. Oui, ce qui, traduit dans le langage courant, signifie? Une paralysie des centres nerveux. Le bulbe rachidien était bloqué. Bien. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? C'est fort simple. Le cerveau étant mal irrigué, la victime perd connaissance et le cœur s'arrête assez rapidement. Donc, M. Duplessis est mort par blocage du bulbe rachidien. Exactement. Et comment a-t-on pu arriver à ce résultat? Par la petite piqûre que j'ai relevée sur le bras gauche. Une piqûre de quoi, docteur? Une piqûre de rien. Ou plus exactement, une piqûre d'air. L'assassin a en effet insufflé une certaine quantité d'air dans la veine. Et le processus s'est mis en marche, plus d'irrigation sanguine du cerveau, perte de connaissance, paralysie généralisée, arrêt du cœur. Si nous avions découvert le cadavre très longtemps après la mort, mais il eût été, je crois, impossible d'en déceler la cause. Oui, c'est exactement ce que Burtin m'avait dit. Mais, au fait, comment pensiez-vous que la police allait expliquer la mort de Burtin? Comme un simple règlement de compte entre trafiquants de drogue. Décidément, vous aviez tout prévu. À un détail près. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de reconstituer les circonstances de ce double crime. Les assassins ont arrêté la voiture dans un lieu désert. L'un a immobilisé M. Duplessis, pendant que l'autre, qui devait se trouver derrière lui, a appliqué un coton chloroformé sous son nez. Une fois leur victime endormie, c'est un jeu d'enfant pour un anesthésiste. Ouais. Il a suffi d'une seringue appropriée. Alors, Madame Duplessis, comment vous y êtes-vous prise pour tuer Burtin? Lorsque nous avons sorti le corps de mon mari de la voiture, j'ai senti quelque chose de lourd dans l'une de ses poches. J'ai plongé ma main et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un revolver. Quand Burtin s'est éloigné dans la forêt pour aller enterrer la seringue qui avait servi au meurtre, je l'ai suivi avec cette arme et j'ai tiré dans le dos. Il s'est alors retourné et j'ai continué à tirer en visant la poitrine. Pour quelqu'un qui avait peur des armes à feu. Il y a des circonstances où il faut savoir surmonter sa peur. D'ailleurs, je n'avais pas le choix. Si Burtin était resté vivant, il m'aurait fait chanter jusqu'à ma ruine complète. Seulement, voilà. Vous avez touché au rétroviseur. Voulez-vous me suivre, madame?
C'était dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, Personne à l'arrivée du train de Jean Volmier, avec dans le rôle de l'officier de police Simon Poli, Raymond Pellegrin, l'officier de police Marty, Raoul Guillet, le commissaire de police Henri Gilabert, docteur Livet, Raymond de Bacquer, le planton Michel Morano, Françoise Duplessis, Gisèle Pascal, Sophie Laurent, Nicole Verville, l'infirmière Yvonne Decade et Sylvie Laurent, Marie-Pascale Nézy. Chef opérateur du son, Françoise Didier. Collaboration technique, Jean-Claude Barré. Assistante de production, Marie-Ange Garando. Une réalisation de Marcel Sicard.